Salut Francis. Salut Sylvain. Je suis très heureux de t'avoir en plateau ici. C'est un joli décor. Là, on n'est pas très loin de ce qu'a été ton univers pendant très longtemps, à savoir garder une cage de hockey. Exactement, le décor est merveilleux. On est bien accueillis et merci en tout cas de l'invitation. Je suis flatté d'être ici avec toi. Alors, tu as mis ta plus belle chemise en plus pour nous, en honneur du Canada, j'imagine. T'as vu, hein? Proud to be, c'était pour faire honneur à mon pays d'origine, exactement. Ouais. C'est un petit clin d'œil en tout cas. Alors, né à Montréal, la ville du hockey, au monde, on peut dire quasiment. Enfin, voilà, tout le monde parle de hockey, tout le monde aime le hockey là-bas. Les Canadiens de Montréal, évidemment, hein, la plus grande franchise de l'histoire du hockey également. Alors, comment tu es arrivé de Montréal à Meudon? On imagine que c'est une longue histoire, comme toujours. Est-ce que tu peux nous raconter les principaux chapitres de cette histoire? Oui, tu l'as bien dit, le terme est exact, c'est une longue histoire. Ouais, né à Montréal, donc pour un Montréalais, les Canadiens de Montréal, c'est une religion. Le hockey, c'est une religion. J'ai eu la chance, en tout cas, j'ai eu l'opportunité d'avoir une petite carrière au niveau professionnel et d'être repêché par les Maple Leafs de Toronto. J'ai eu un contrat de 3 ans et puis au terme de ces 3 années de contrat, mon contrat n'a pas été renouvelé. C'est ça, c'est donc 50e. Oui, 50e au total, donc deuxième ronde. C'est deuxième tour. Parmi les premiers gardiens, tu as été devant des gardiens qui ont fait des grandes carrières et puis des noms prestigieux, même au niveau des joueurs, etc. Mais la grande ligue, la Ligue nationale, c'est une concurrence complètement dingue, quoi. Oui, c'est une grosse concurrence. Puis après, moi, j'ai toujours eu un sentiment d'appartenance aussi, autant en amitié que dans le sport. Et puis pour moi, faire partie d'un club, c'est important. Puis c'est vrai, quand on arrive au niveau professionnel, si on ne livre pas la marchandise, on devient vite un numéro. Et puis moi, à l'époque, je pense que quand mes performances ont commencé à chuter pour diverses raisons, je pense que j'aurais eu besoin peut-être d'un peu de soutien de mon organisation, d'un peu d'aide. Et puis, c'est pas comme ça que ça a fonctionné. Du coup, les chutes ont été... les performances ont été en baisse. Et puis, ma carrière s'est arrêtée assez rapidement. Enfin bon, je regrette rien. J'étais content de faire partie de l'organisation des Maple Leafs. Et puis, toutes ces décisions, le destin, toutes ces prises de décisions dans ma vie ont fait que je suis arrivé en Europe. Quand j'ai décidé d'arrêter de jouer au hockey, je suis parti en mode routard avec un sac à dos à travers l'Europe. Je devais partir 3 mois à la base. Et puis au final, j'ai fait 2 ans en voyage. Donc j'avais établi un quartier général en Suisse où j'avais rencontré des gens là-bas où il y avait une grande communauté québécoise. Et puis je dispatchais mes voyages un peu à droite à gauche. Et puis ensuite est venu le décès de ma mère. Donc je retourne au Québec donner un coup de main à mon père. Ça n'a pas été facile. J'ai eu encore une opportunité pour revenir en Europe. C'était pour moi encore peut-être un échappatoire des temps un peu difficiles. Et puis, 2-3 semaines après mon arrivée en France, j'ai été mis en contact avec des gens du milieu du hockey français, dont Éric Lamoureux, qui avait été longtemps à Viry-Châtillon à l'époque, et puis à Deuil-Garges, qui était un Canadien. Et j'ai été en relation donc, avec le président de l'époque, M. Vigier, des Jets de Viry-Châtillon. Et c'est là que j'ai commencé à jouer au hockey, à entraîner des enfants, et puis de recommencer une deuxième carrière, si on veut, de hockey professionnel. Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai connu avant, mais je suis un peu mode caméléon, c'est-à-dire que je m'adapte assez facilement à chaque situation, puis j'essaie d'en tirer le meilleur que je peux de chaque situation, sans bien sûr profiter de tout. Là. Je reste quand même les pieds à terre, mais j'essaie de m'adapter assez facilement. Donc, je suis easy going, je suis assez facile pour ça. C'est ça, dans un club comme les Comètes de Meudon, on imagine qu'il faut faire un peu tout, un peu beaucoup pour développer les plus jeunes, pour que l'équipe première aussi ait des ambitions et prenne du plaisir. Il y a beaucoup de choses à faire. Oui, il y a beaucoup de choses à faire, exactement. Donc, tu l'as bien dit, je suis parti après quelques années, 6-7 ans au club de Viry-Châtillon. Je suis déménagé à Meudon. Déménager, c'est un grand mot. J'ai juste changé de club. Je demeure toujours à Viry-Châtillon aujourd'hui. Et puis, oui, comme le hockey français, hein, le Meudon est parti en bas de l'échelle. Et puis, au fil des années, on essaie de structurer, en tout cas du mieux qu'on peut, le club. Je suis bien entouré. J'ai une bonne équipe de bénévoles dirigeantes autour de moi qui m'appuient dans mes décisions. Donc ça, c'est très important aussi. Puis je dirais que en suivant le parfum un peu de la Fédé qui se structure, pas mal de clubs en France se structurent, et bien Meudon se structure également.
La vie parisienne, alors pour un Québécois, est-ce que c'est simple? Parce que moi j'ai apprécié, je l'ai vécu dans l'autre sens, enfin j'ai un petit peu travaillé à Paris, mais j'ai vécu le bonheur d'avoir les grands espaces, tout est plus grand, y compris à Montréal, il n'y a pas qu'aux États-Unis, les appartements sont plus grands, les rues sont plus grandes, on respire plus, tu t'y es bien fait à cette vie parisienne? Ouais, je pense que c'est un peu le vice-versa. Beaucoup de Français, en tout cas Européens, rêvent d'aller aux espaces, dans les grands espaces en Amérique, au Canada. Et puis, il y a beaucoup de Canadiens à leur tour qui aiment le vieux continent. Puis, ben, écoute, à la base, on vient du vieux continent. Donc, je pense que c'est peut-être aussi de retrouver un peu nos racines en venant en Europe. Mais le mode européen, l'architecture, tout ça, c'est assez quelque chose de surprenant. Je dirais que ce qui me manque le plus du Québec, c'est peut-être regarder une bonne game de hockey à la TV avec un bon snack et puis en famille. Ça, c'est quelque chose qui me manque, qu'on n'a pas l'opportunité. Certes, on l'a avec le championnat français, mais si on veut suivre pardon, la NHL, c'est plus compliqué. Avec ton enfant, tu as eu l'occasion de revenir il n'y a pas très longtemps, je crois, au Québec. Ça devait être émouvant pour toi de lui montrer ta terre. Ouais, t'es bien informé, Sylvain. Hein? J'ai appris ça, t'as fait ton boulot parfaitement. Non, ouais, je suis revenu de 3 semaines de Québec avec ma fille. On était déjà allé il y a quelques années, il y a environ 10 ans, donc on avait réservé ses premiers pas. Donc, retourner au Québec et puis avec ma fille qui a maintenant conscience de tout ce qui se passe alentour, pour moi, c'était quelque chose de spécial, mais pour ma compagne aussi. Mais bon, après, quand je demande à ma fille qu'est-ce qu'elle a retenu du Québec, c'est un peu vague. Elle retient la nourriture. Donc, c'est un petit peu quand même surprenant, mais c'est la beauté des enfants. Alors évidemment, ton passé de gardien doit faire que tu as un regard particulier sur le poste. Est-ce qu'à Meudon, c'est quelque chose que tu travailles en priorité? Est-ce que tu as un regard sur ce qui se fait aussi en région parisienne pour la formation des gardiens? Ouais, mon Dieu, j'ai envie de dire, des fois, c'est le cordonnier mal chaussé parce que le boulot est tellement complexe, il est tellement vaste, puis tellement technique si on veut s'occuper juste du gardien de but, mais si on veut aussi s'occuper de toute la formation des jeunes enfants qui ne sont pas gardiens de but. C'est 2 milieux différents. Donc, c'est peut-être quelque chose que, par le passé à Meudon, on n'a peut-être pas été au top. Et puis, justement, cette année, l'année passée, on essaie d'amener du meilleur à ce poste-là. Il y a beaucoup en tout cas, il y a des personnes qui s'occupent bien des gardiens en Île-de-France. On pense à Xavier, on pense à Pierre Pochon en Île-de-France. Je pense que ces 2 personnes-là sont des références au niveau des gardiens de but. Ils font un excellent travail. Et puis, c'est à nous de profiter de leur savoir-faire. Et puis, en tout cas, moi, je fais totalement confiance à ces 2 personnes-là pour éduquer, pour former, pour faire progresser nos gardiens de but. Venant de ce poste-là aussi, j'ai conscience que c'est un boulot à part entière et puis j'ai aucun problème à faire confiance à mes camarades pour faire progresser ce poste qui est très ô combien important. Sur quel poste, justement, dans l'encadrement de Meudon, il y a besoin de travailler le plus? Est-ce qu'il faut aller vers beaucoup de communication, du marketing? Et bon, après, c'est peut-être des logiques de grands clubs aussi, mais toi, tu les vois où, les voies de progression essentielles? Ouais, je pense que déjà, si je parle de mon milieu à moi, qui est l'étage glace et terrain et activité, je pense que si on arrive à former nos entraîneurs, la Fédé a mis en place beaucoup de programmes de formation. Je pense que si le club a les moyens financiers d'aller vers l'avant et de former nos entraîneurs, je pense qu'en tout cas, à ce niveau-là, on va structurer l'encadrement et puis ça va être que bénéfique pour les enfants. Ensuite, si je parle du 2e étage, j'ai pas trop l'habitude de m'aventurer sur cet étage-là parce que c'est pas mon milieu. Mais en tout cas, une chose que je peux te dire, c'est que cette nouvelle équipe dirigeante qui est le président Dominique Hervé, Jérôme Blaillac qui est vice-président, et Sandrine Condizac qui font partie du monde du bureau et puis tout le conseil d'administration, mettent en tout cas tout en place pour me rendre à moi la vie facile et que je puisse travailler dans de bonnes conditions. Est-ce que les axes de progrès, il y en aura partout, il y en aura dans tout, mais je ne veux pas trop m'aventurer dans ce milieu-là. Je vais me concentrer seulement sur ma partie technique à moi. Alors dans les clubs, auprès des parents, des petits et tout, c'est souvent la question qui revient parle-moi de la draft, parle-moi de ce moment où tu as été repêché, ouais. Tout ça, c'est quand ils regardent la fichier de prospect incroyable, notre entraîneur, il a été repêché si haut dans la Ligue nationale. C'est quelque chose dont on te parle souvent en France. Il y a une fascination qui est dingue ici pour... Écoute, Sylvain, c'est assez bizarre parce que j'ai jamais trop aimé parler de moi. Je préfère parler des autres ou
de ce qu'on peut faire ensemble, des projets qu'on peut faire ensemble. J'ai jamais forcément aimé parler de ce que moi j'ai fait avant. Il y a plein de gens qui ne savent pas, du coup. Je pense qu'il y a souvent des parents qui ne savent pas ce que j'ai fait au hockey avant. Et puis, ça arrive au compte-gouttes. Souvent, mon président ou les gens avec qui je travaille me disent « Tu devrais te présenter et me dire ce que tu as fait. » Je trouve ça un peu prétentieux. Tu préfères avoir ta légitimité par ton travail. Ouais, parce que, bon, ce qui a été fait avant est avant. Par exemple, je ne pourrais pas aujourd'hui prétendre à être un bon entraîneur gardien de but. Le poste a tellement changé. Donc, ce qui a été fait avant a été fait avant. Forcément, j'en suis reconnaissant. Je suis content et fier d'avoir fait ce que j'ai fait, mais c'est du passé. Et maintenant, c'est maintenant. Et donc, forcément, les gens, ils sont pas au courant de ce que j'ai fait par le passé. Puis ton expérience, justement, je suis désolé, je t'en fais parler, justement, même si t'aimes pas ça, parce que moi, ça me passionne, puis ça passionnera les gens. C'est aussi d'avoir joué pas mal en AHL, qui est du coup une ligue très peu connue, l'AHL des amateurs de hockey ici, quoi. Et c'est une ligue qui est très difficile, où vraiment, y faire sa place, c'est loin d'être évident. Ouais, c'est une ligue assez physique. Les joueurs ils jouent avec le couteau entre les dents. C'est l'antichambre de la Ligue nationale de hockey. Donc, les joueurs, ils ont une seule envie, c'est de monter l'échelle d'en haut. Donc, il y a rarement des soirées off, des night off, comme on dit dans le langage. Les joueurs, je me répète, ils ont le couteau dans les dents. Ça travaille dur. Et écoute, ça a été pour moi une belle expérience. Faire partie de l'organisation des Maple Leafs de Toronto, c'est quelque chose que tout le monde n'a pas l'opportunité d'avoir. Je pense que tu aimerais bien y être maintenant, parce qu'avec l'organisation qu'il y a actuellement, là, c'est un gros cap au-dessus, là, c'est impressionnant. Exact. Écoute, en tout cas, sur papier, ils ont fait un gros travail aussi de structure, d'équipe dirigeante. Donc, je pense que là, ils ont les bons morceaux pour gagner la Coupe Stanley. Mais en tout cas, il y a tellement de parité maintenant dans le championnat qu'on peut pas dire qui peut gagner la Coupe Stanley. Mais il faut dire que c'est une des villes, on parlait de Montréal évidemment, ville de hockey, mais Toronto c'est une ville incroyable pour le hockey. Il pourrait y avoir, je pense, 2 patinoires pleines à tous les matchs. Il y aura une deuxième, on en a parlé d'ailleurs il n'y a pas si longtemps, une deuxième équipe à Toronto, ça remplirait pareil je pense. Ouais, écoute, ça pourrait être faisable d'avoir 2 équipes de basket, 2 équipes de hockey. New York le font facilement dans plusieurs sports. Toronto pourrait le faire, je pense que Montréal pourrait le faire. Il y a plusieurs villes qui pourraient le faire. Mais avant que Montréal ait une deuxième équipe, on se croise les doigts pour que Québec ait enfin le retour d'une équipe. Ça, c'est un combat qu'on va partager largement. Là. Exact. Là, je vais être bien d'accord avec toi. Ouais. Alors, si on remonte encore un peu le cadran, il y a donc le junior majeur, évidemment, qui est aussi une ligue très intéressante, où il y a beaucoup de débats en interne aussi sur la formation. Là-bas, tu as aimé, c'est souvent les plus belles années, ces années d'adolescence où voilà, c'est hockey tout le temps, on se développe, et puis on rêve, et puis on poursuit son rêve. Écoute, moi, ça a été des années inoubliables. J'étais à l'époque le plus jeune joueur du circuit Courteau, de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Monsieur Courteau était le président de la Ligue junior. J'ai eu l'opportunité, la chance d'être repêché par les Foreurs de Val-d'Or, qui, eux, étaient une équipe d'expansion. Et ça faisait depuis les années 70 qu'ils essayaient d'avoir une équipe. J'étais pas encore au monde et ils essayaient d'avoir une équipe. Je suis né en 77. Et l'année qu'ils ont créé cette équipe-là, en 93-94, ça remonte quelques années en arrière déjà, ça ne nous rajeunit pas tout ça. Et j'ai été drafté par cette équipe-là, c'était incroyable. Je me promenais dans les rues, les gens ils s'arrêtaient. J'avais 15 ans, je signais des autographes à des messieurs de 50 ans, à sa femme. Enfin, c'était leur rêve d'intégrer le junior. C'était irréel. La patinoire était pleine à craquer. Franchement, d'avoir vécu ça à cet âge-là et d'avoir pu partager ces souvenirs-là avec les gens de Val-d'Or, c'était incroyable. Et puis, si on continue dans ce parcours-là, j'ai fait partie d'Équipe Québec sur le défi mondial qui avait lieu en Abitibi-Témiscamingue, à Val-d'Or, à Amos, enfin un peu partout. Et puis le match final avait lieu à Val-d'Or, dans ma ville où je jouais junior majeur. Et bon, j'avais pas commencé le match. C'était Jean-Sébastien Giguère qui avait commencé le match, etc. Les circonstances du match ont fait que je suis embarqué dans la cage. On perdait comme une affaire comme 5-2. Puis on est revenu au score à 6 secondes de la fin, à 5-5. Puis on marque en deuxième période de prolongation. Le toit, il pète en l'air, la foule, elle scandait. Ouais, ça, c'était un moment vraiment incroyable. En tout cas, un des plus beaux moments, parce que j'ai eu plusieurs beaux moments dans ma vie de hockeyeur et d'entraîneur, mais en tout cas, ça faisait partie d'un super moment.
Puis ça m'intéresse que tu viens de dire qu'à 15 ans, demander des autographes et tout ça, parce qu'il faut dire aussi qu'une carrière, ça se construit aussi beaucoup sur l'entourage qu'on a. Faut être protégé, on est très exposé, quoi. Et je sais pas si à l'époque déjà, les joueurs étaient très encadrés, très conseillés, les jeunes joueurs, mais c'est pas évident, faut rester vraiment serein dans sa tête, continuer à travailler, et c'est toute une histoire tout ça. Je sais qu'il y a une très belle série en ce moment qui passe sur le junior majeur, et on voit beaucoup ça, tout ce qui se passe autour, quoi. Il faut savoir s'en préserver pour travailler et puis avancer. Ben, écoute, c'est différent année après année. C'est vrai que là, on parle de 93-94, à partir du moment où moi j'ai joué. Les joueurs étaient encadrés. Est-ce qu'ils l'étaient assez? Peut-être que non, peut-être que oui. Je ne suis pas la personne qui peut juger ça. En tout cas, moi, j'ai eu un encadrement. Peut-être qu'à des moments, j'aurais pu en avoir plus pour me garder dans la ligne droite. Je me suis fait ramener sur la ligne droite. Je me suis fait taper sur la tête quand je faisais des choses pas bien. Je me suis fait flatter dans le bon sens du poil quand je faisais des choses bien. Donc, je peux dire que j'ai eu un encadrement. Après, c'est sûr que pour un enfant ou un adolescent de 15 ans, signer des autographes, ben, il faut quelqu'un à côté qui dise « Oh, champion, là, t'as juste 15 ans. » et puis ben, t'es pas le champion de grand-chose encore. T'es pas le champion de grand-chose. Donc, il faut être sûr de garder les pieds à terre et puis de savoir pourquoi on est là. Donc, jouer au hockey, c'est ce qui était le fun. Donc, il faut garder le fun dans le jeu du hockey. Ouais, puis ce que j'aime beaucoup chez la plupart des Québécois, ça peut s'appeler la petite vie, un petit peu comme ça au Québec, mais c'est le fait qu'on ne demande pas en premier lieu la situation professionnelle de quelqu'un, en fait. C'est pas si important, en fait. On peut trouver son bonheur dans des choses simples et dans la vie du quotidien, et c'est pas tellement un problème, quoi. Non, c'est ça. Au lieu, on se rend compte au Québec, on ne dit pas qu'est-ce que tu fais, toi, comme métier. C'est qui ton équipe préférée, toi? Donc, puis de prendre écoute d'une conversation ou d'un grand débat. Donc, tu as raison dans ce que tu dis. C'est vraiment une grosse passion. Mais on rencontre des gens passionnés, des gens passionnants. La preuve, tu es en face de moi et on partage la même passion. Et puis, tous les invités que tu peux recevoir partagent la même passion. Donc, le hockey, c'est un petit monde, mais à la fois tellement un grand monde, une grande famille. C'est une jolie conclusion. Alors je termine toujours mes interviews en tête-à-tête par cette question qui concerne l'avenir du hockey français, voilà, dans lequel tu es impliqué au titre d'entraîneur des Comètes, évidemment, et de tout ce que tu peux faire dans ce club des Comètes de Meudon. Pour toi, la priorité qui doit être celle aujourd'hui du hockey français, ça doit être laquelle pour faire progresser le sport ici? Bien, si on parle en tout cas de la petite échelle et de parler des enfants, je pense que chaque enfant doit s'amuser sur la glace. C'est le plus important pour moi. Je pense pas seulement pour moi, c'est le plus important. S'assurer que les enfants s'amusent. Donner la chance à chaque enfant de s'amuser et de progresser à sa vitesse propre à l'enfant. Je compare souvent l'école et le sport. Chaque enfant progresse à une vitesse différente. Il y a des enfants qui ont besoin de plus d'accompagnement, qui vont se développer un peu plus tard. Donc, chaque enfant mérite une attention égale et faisons en sorte que tout le monde s'amuse et encadrons ses enfants et le hockey français. Bah, très bien, je voulais te remercier du coup, évidemment, Francis, d'avoir été là. On aurait pu discuter encore des heures, je le dis souvent, mais c'est vrai, on passe un vrai bon moment, on oublie des fois qu'on est sur un plateau et qu'on tourne, parce que c'est un vrai beau moment et on se recroisera sûrement, peut-être ici, peut-être sur un autre continent, mais merci encore à toi et puis bah, voilà, tout simplement le meilleur pour toi, pour la suite, pour l'avenir. C'est moi qui te remercie, un honneur pour moi de te rencontrer, de discuter avec toi et au plaisir de rediscuter, franchement. Merci beaucoup. Salut le hockey franco, c'est Fred. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux et de vous abonner à la chaîne. Et activez la cloche si vous voulez ne rien louper. À la prochaine!